Impossible d'évoquer ce contexte sans rencontrer un ado surprenant. Ce petit génie de l'informatique qui a l'âge de piloter seulement un bon vieux scooter est le créateur et l'animateur de Dreamscar, un des sites les plus populaires consacrés à la voiture américaine. Geoffrey, j'ai vu un de tes posts LinkedIn dans lequel tu partages une vidéo de toi à 14 ans. Comment le Geoffrey de 14 ans qui lance un site communautaire s'est retrouvé aujourd'hui à faire une carrière dans le CARE? Justement, grâce à ce site en fait, parce que comme tu le disais, c'était un site communautaire qui avait vraiment très bien marché dans sa catégorie à l'époque en France, donc c'était au tout début des années 2000, et il a eu un flux du coup de demandes entrantes quotidiennement qui était assez impressionnant, notamment suite à des passages télé et à la radio qu'on avait pu faire à l'époque via cette plateforme. Assez rapidement, donc dans cette chambre d'adolescent, je me suis retrouvé à devoir gérer jusqu'à 500 messages par jour d'utilisateurs en fait de cette plateforme. C'est comme ça que je suis tombé du coup dans le CARE quand j'étais petit, en découvrant donc la gestion des flux et déjà tu sais les premières réponses types, comment essayer de faire des prévisions par rapport à un passage que tu peux faire à la radio ou à la télé et comment tu essaies d'automatiser un peu tout ça. Donc tout ça dans la chambre d'adolescent, c'est ça qui m'a permis de découvrir le monde du CARE un peu rapidement effectivement, et je l'ai pas lâché depuis. Et tu peux nous partager un petit peu les expériences que tu as eues depuis que tu t'es lancé? Alors suite à ça, j'ai commencé chez Mythic, donc site de rencontre, je pense que tout le monde connaît maintenant, qui à l'époque était encore assez tabou, tu sais, c'était les sites, déjà internet à l'époque c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, et un site de rencontre sur internet c'était encore plus tabou, donc j'ai commencé dedans pour du CARE justement, pour assurer notamment la partie technique, le support technique pour la France. C'était ma première mission, on va dire, professionnelle dans le monde du CARE. Ensuite, je suis parti à l'étranger. J'ai voulu découvrir un peu le CARE à l'international, notamment avec l'aspect management et l'aspect multiculturel d'une relation client. Donc, je suis parti à Londres. Honnêtement, à la base, pour rechercher un job en français, puisque je parlais pas vraiment anglais. Et il s'avère que j'ai été recruté par une entreprise américaine qui avait un projet justement d'expansion en Europe depuis un hub à Londres. Donc, j'ai commencé à gérer des équipes relations clients internationales là-bas. J'ai commencé donc à gérer à la fois de la relation client et petit à petit aussi de l'expérience client, qui était un concept que je connaissais absolument pas à l'époque en France. Je te parle de ça il y a 20 ans quasiment, donc c'était il y a quelques années en arrière. Ça m'a beaucoup plu et j'ai voulu m'investir dedans. Et ils m'ont proposé une mutation à San Francisco. Donc je suis parti également en Californie, qui m'a permis de découvrir le management et le CARE à l'américaine, et surtout découvrir un peu cette réputation qu'ils avaient sur tout ce qui était relations clients. Et c'est vrai que c'était un autre monde à l'époque que je découvrais, qui m'a beaucoup plu. Donc j'ai continué dans cette voie-là aussi. Ensuite, je suis retourné un peu entre la France et l'Angleterre pour des entreprises comme Photobox, Cheers, là vraiment pour de l'expérience client et aussi du pilotage d'équipe CARE, justement en essayant d'importer tout ce que j'avais pu apprendre sur l'expérience client ici en France. Alors au début, c'était un peu peut-être un peu trop avant-gardiste, c'était pas forcément bien reçu, mais petit à petit ça s'est fait, notamment je pense 2015, 2018, c'était les années où on a commencé à vraiment miser sur l'expérience client en France. Donc ouais, c'était un peu une fierté d'être parmi les papis de l'expérience client à cette époque-là, les premiers à essayer de l'importer dans le pays quoi. Et ensuite j'ai fait dans le tourisme aussi, campings.com, j'ai fait dernièrement dans le pet food, donc des business par abonnement B2C, j'ai fait principalement du B2C en réalité, sauf la boîte américaine qui faisait une touche de B2B, mais je pense que mon ADN CARE est surtout axé dans le B2C, avec une grosse part d'international aussi. Et aujourd'hui, du coup, tu te retrouves à accompagner des entreprises qui veulent améliorer leur expérience client, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc je suis devenu consultant à peu près pendant la pandémie en fait. C'était une période où on était tous en grande difficulté dans la relation client, on avait des flux astronomiques, on avait des contraintes budgétaires assez lourdes. À l'époque, je faisais déjà pas mal de conférences sur des sujets d'expérience client, de relation client, et pendant la pandémie, il faut dire que ces conférences étaient ultra visionnées parce que déjà on était tous enfermés chez nous, donc pourquoi pas regarder une conférence. Et ça m'a fait venir pas mal de demandes. Mon LinkedIn il était souvent sollicité suite à des conférences, et je me suis dit c'est peut-être le bon moment de se lancer dans le consulting, et depuis ça marche très bien. L'enjeu c'est d'essayer d'innover justement dans la relation client et d'appliquer des stratégies d'expérience client, donc qui viennent répondre à des enjeux business et sortir un petit peu ce qu'on pourrait appeler le CARE traditionnel, donc qui est lui plus opérationnel en fait. Donc voilà, j'ai lancé cette activité, ça me permet de continuer donc de travailler avec le CARE qui est devenu une passion depuis clairement. Quelque chose que j'adore dans ton approche pour créer des expériences uniques, comme tu le dis, c'est vraiment de te focaliser sur la data. Du coup, j'aurais bien aimé creuser là-dessus, sur ce point-là, sur la data. Quelle approche tu adoptes par rapport à ça, et quel KPI tu regardes?
En fait, c'est une phrase que j'ai découverte aux États-Unis à l'époque, qui m'a marqué et je la transporte toujours avec moi depuis. Et cette phrase, elle disait en gros, si tu veux être customer-centric, tu dois être data-centric. Donc en réalité, voilà, traduction, c'est tu veux faire de l'expérience client, fais de la data avant, quoi. Et j'ai trouvé cette approche très intéressante et depuis, j'essaie de l'appliquer dans toutes mes stratégies ou toutes mes approches, même opérationnelles. Et c'est vrai que ça change la vie dans le sens où tu y vas peut-être un petit peu moins à l'intuition, tu y vas surtout avec des données qui peuvent backuper un projet que tu peux avoir. Et ça te force aussi à découvrir des KPI, des nouveaux indicateurs pour suivre ton activité en essayant de sortir un petit peu des KPIs traditionnels qu'on connaît tous, quoi. Moi, il y en a quelques-uns qui m'intéressent beaucoup, qui viennent un peu faire un entre-deux entre l'expérience client et la relation client. C'est notamment le taux de contact. J'aime beaucoup le regarder, notamment le taux de contact pré-commande. Donc, c'est-à-dire quel est le ratio de personnes qui vont contacter ton business par rapport au volume de commandes. Donc ça, tu peux le regarder au global, mais tu peux aussi le regarder pré-commande. Et j'aime bien cet indicateur-là, puisqu'il te permet vraiment de prendre la température sur la qualité de ton expérience client, justement. J'aime aussi la fameuse CSAT, hein, ça tout le monde la connaît, donc la Customer Satisfaction. Donc c'est un score qui vient mesurer ta qualité de service post-contact. Donc elle, je l'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup la segmenter aussi, hein. Tu verras que j'aime beaucoup segmenter ma data. Pourquoi ? Parce que tu peux te dire quelle est ma CSAT sur des incidents logistiques, quelle est ma CSAT sur des prospects, sur des clients et au global, à quoi ça ressemble en fait. Et un autre KPI que j'aime beaucoup regarder, un autre indicateur qui est le NPS, donc tout le monde le connaît aussi, mais il est assez mal utilisé aujourd'hui, je pense. Et moi, j'aime bien regarder dans le NPS notamment la partie des passifs. Donc, c'est-à-dire les clients qui t'ont donné une carte bleue, un numéro de carte, mais qui sont pas convaincus d'avoir fait le bon choix, mais pas non plus détracteurs. Ils sont un peu entre deux. Et je pense que c'est une typologie de client qui est très intéressante d'un point de vue business et qui offre énormément d'opportunités pour l'expérience client et la relation client. Donc ça, c'est un peu mon top 3 que je trimballe toujours avec moi dans les différentes missions que je peux avoir. Et donc, tu vois, des KPIs qui sont pas forcément récents, mais en tout cas, une fois segmentés et une fois un peu revisités, peuvent te faire des choses assez intéressantes. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Pour rester focalisé sur le taux de contact, qu'est-ce que tu as pu voir comme fourchettes qui peuvent caractériser un bon et un mauvais taux de contact ? Alors, personnellement, j'aime bien viser entre 15 et 20%. Pour être honnête, il y a encore quelques années, je forçais énormément le 15%. J'ai tendance à être un peu moins strict là-dessus. Pourquoi ? Puisqu'on se rend compte que plus on parle aux clients, plus on va toucher également à des enjeux business. Donc, il ne faut pas forcément fermer les portes de sa relation client. Donc, le taux de contact entre 15 et 20, généralement, c'est quelque chose d'assez sain. Alors, je te parle d'un taux de contact au global, hein. Je ne parle pas de la segmentation prospect versus client. Mais en tout cas, au global, un 15-20% me paraît pas déconnant. 15%, ça veut dire en gros que tu as une expérience client qui est suffisamment fluide, un self-service qui est suffisamment efficace pour pas devoir générer des contacts. Quand tu as une entreprise qui tourne à 40, 50, voire plus, ça s'est vu, hein, là, il faut s'inquiéter un peu parce que tu te dis que les gens n'arrivent pas à être suffisamment autonomes pour placer une commande, ils n'arrivent pas à utiliser ton self-service ou ton application. Donc là, il faut commencer à s'inquiéter un peu. Mais en parallèle, il y a un lapsus, en fait, c'est que des marques annoncent des taux de contact très faibles. J'ai même vu des fois des 5% et tu te dis... ça cache un truc là. Et en réalité, quand tu regardes, tu fais un audit et tu te rends compte que c'est simple. 5%, pourquoi ? Parce que toutes les portes sont fermées. Donc, ils ne parlent pas aux prospects et du coup, je pense qu'ils passent à côté de clients qui ont la carte bleue dans les mains potentiellement, qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à poser leurs questions parce que toutes les portes de la relation client sont fermées. Aux prospects, par contre, sur les clients, c'est grand ouvert parce que là, oui, c'est client, donc on veut bien lui parler. Mais en réalité, il faut aussi s'intéresser aux prospects. Donc, le taux de contact, voilà, faut pas viser trop bas, faut pas viser trop haut non plus. 15-20%, ça me semble être un bon entre-deux. Et du coup, tu choisis tes canaux en fonction de ce taux de contact et du score que tu as dessus également ou pas ? Alors, il y a des canaux qui vont fortement impacter effectivement ce taux de contact. Je pense notamment au chat qui en fait, c'est une porte très ouverte. Donc, on a souvent tendance à y aller par facilité versus le mail où ça demande peut-être une rédaction complémentaire, ça demande un peu plus d'efforts. Il faut prendre en compte effectivement au global, sur tous les canaux, le taux que j'ai mentionné tout à l'heure, généralement c'est multicanal, hein. Donc là, faut penser chat, téléphone et email. Après, oui, si tu fais du 100% de chat, il est possible que ton taux de contact soit un peu plus haut. Ouais. Ok. Par rapport à la segmentation dont tu parlais, là aussi, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais est-ce que toi, dans ton approche, tu catégorises également des types de clients pour ne plus voir ta CSAT ou ton NPS de manière globale, mais pour le voir de façon individuelle, j'ai envie de dire. Complètement. En fait, comme je disais tout à l'heure, le secret de la data en care, c'est vraiment de la segmenter, puisque si tu regardes ta data générale, tu vas passer à côté de choses qui sont intéressantes. Tu vas par exemple dire, ok, ma CSAT est, je sais pas, de 89.
Pourquoi les 89 en fait? J'aimerais bien atteindre 92. Oui, mais du coup, si ça t'es pas segmenté, à moins de piocher à la main dans tous tes feedbacks clients, tu vas pas y arriver. Donc l'idée, c'est peut-être de segmenter ta CSAT justement ou d'autres KPIs business en se disant bon bah quelle est ma CSAT sur la logistique, sur les prospects, sur les clients, sur les questions produits, même sur les mécontents. Il m'arrive de segmenter la CSAT avec une branche spéciale pour les clients furieux en fait. Et ça te permet de voir justement qu'est-ce qui te permet d'améliorer ta CSAT au global quand tu regardes un peu ta segmentation de ce même indicateur, quoi. Donc c'est intéressant et tu vas peut-être te rendre compte que ta CSAT précommande elle est mauvaise, alors que ta CSAT post-commande est exceptionnelle. Donc là, il y a peut-être un discours à revoir, il y a peut-être des canaux à ouvrir en supplément pour avoir une aide un peu plus efficace, peut-être des discours à retravailler sur les prospects, et ça, tu peux l'identifier via la segmentation de la data. Donc tu peux attribuer des profils de clients, effectivement, des personas peut-être même, à certains KPI comme la CSAT. Tout à l'heure, on parlait du NPS passif qui est très important pour le business. On peut le segmenter aussi, c'est-à-dire, ok, j'ai des passifs dans mon NPS. Qui sont ces gens-là? Est-ce que c'est des prospects? Est-ce que c'est des clients? Est-ce que c'est des VIP éventuellement? C'est super intéressant justement pour faire évoluer ton NPS au global, de tenter de segmenter ce type d'indicateur complètement. Après avoir segmenté ta CSAT et ton NPS, tu peux également avoir un impact sur des actions marketing ou de vente, du coup, si je comprends bien, en faisant des campagnes vraiment spécialisées sur un segment de tes clients ou de tes prospects, c'est bien ça? Complètement, en fait. Cette data, il suffit pas de la regarder, il faut aussi prendre des projets derrière. Si tu vois que dans ton NPS ou dans ta satisfaction client, tu as des difficultés sur la partie abonnés, on va dire, des clients abonnés depuis X mois qui commencent un peu à trouver le temps long et qui ont peut-être un effet de lassitude, il faut essayer d'imaginer avec le marketing qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à mettre en place, des programmes stratégiques à mettre en place pour essayer de réanimer un petit peu cette base-là et leur repartager une nouvelle fois la perception de valeur qu'on souhaite générer avec le produit. Donc ça peut être un re-onboarding, ça peut être un petit... On appelle ça aussi souvent dans le care l'effet waouh, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là pour qu'ils se sentent un peu surpris de la relation client avec cette marque-là. Et ça permet donc de répondre à une éventuelle lassitude. Ça peut permettre également de répondre à des frictions. Par exemple, un client qui vient de se faire onboarder dans un business, quand il est un peu laissé à l'abandon tout seul et que ça impacte le NPS, on peut imaginer avec le care ou le success des petites stratégies justement pour aller réveiller cette base-là et faire en sorte qu'elle se sente un peu mieux accompagnée, faire peut-être un petit peu une revisite du marketing relationnel en quelque sorte et qui peut se faire via le care ou via le customer success. Donc ça permet effectivement de mettre en place des projets en plus que tu vas pouvoir mesurer, donc tu vas t'assurer d'un ROI derrière puisque tu as déjà des KPIs qui t'ont indiqué qu'il y avait quelque chose à regarder dans cette direction. Donc tout ce que tu vas mettre en place derrière, tu vas pouvoir le suivre via les mêmes indicateurs, voir s'ils ont évolué ou pas, quoi. Trop cool. Une autre tendance, du coup, qui est un peu liée à la segmentation, c'est l'automatisation. Et, ça fait peur à beaucoup de clients, j'ai l'impression. Comment est-ce que tu facilites cette adoption à l'automatisation pour justement ne plus effrayer les clients? Pour être honnête, j'étais détracteur de l'automatisation jusqu'à encore pas très longtemps. Je faisais partie de ces vieux grincheux qui disaient que c'était toujours mieux avec un humain. Et franchement, je m'y intéressais même pas. Pendant très longtemps, je m'y intéressais pas. J'avais testé à une époque, j'étais plutôt mécontent du résultat. J'arrivais pas à obtenir l'effet que je voulais. Le ratio de self-service était pas excellent non plus. Bon, je te parle de ça d'il y a quelques années. La technologie a beaucoup évolué. Donc j'ai longtemps été détracteur jusqu'au jour où l'automatisation m'a clairement sauvé la vie d'un point de vue business. À l'époque où je travaillais dans le tourisme notamment. Et j'ai fini par m'y mettre et effectivement, j'ai vu de quoi la technologie était capable aujourd'hui et une fois qu'elle était bien programmée et qu'elle était bien rodée en interne, qu'est-ce que tu pouvais en tirer? Et c'était franchement impressionnant. On a littéralement sauvé notre call center grâce à ça et depuis je m'y intéresse beaucoup, mais comme moi à l'époque, il y a beaucoup de gens qui en ont peur, il y a beaucoup de gens qui se disent que ça va dégrader leur relation client, ça va dégrader leur expérience client. Et souvent sur LinkedIn, quand tu as des posts sur l'automatisation, tu vois des commentaires hors de question sur ma marque, ça correspond pas à nos valeurs. Mais en réalité, avec le recul, tu te dis que l'automatisation, elle est mal vue. Pourquoi? Parce qu'on en est nous-mêmes victimes au quotidien avec des chatbots qui sont un peu bêtes et méchants, qui ont mal été programmés, et on n'a pas envie de reproduire ça chez notre base client. Donc en réalité, c'est surtout ça le problème, c'est qu'on est nous-mêmes au quotidien confrontés à des bots qui sont pas forcément bien programmés. Mais en réalité, ton bot, si tu le recrutes comme un employé, alors ça peut surprendre de dire ça, mais si tu recrutes ton bot comme un employé et que tu lui donnes des objectifs, une période d'essai, un manager, je t'assure que ton bot, c'est plus le même. Parce que là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tu as des gens qui vont faire du copier-coller de FAQ, le mettre dans un bot,
c'est fait. Il n'y a aucun indicateur, le projet est fini, tu vois. Donc on va même pas regarder sa CSAT, ou alors à moitié. On va pas regarder son taux d'adoption, on va pas regarder son taux de satisfaction, on va pas regarder son taux d'efficacité sur le self-service, on va rien regarder. Donc le gars, il se balade avec tes clients, et il fait n'importe quoi, personne s'en rend compte. Donc c'est normal qu'aujourd'hui on ait autant de bots défectueux à cause de ça, justement. Mais toi, si tu prends le problème à l'envers et que tu le formes comme un employé, tu lui mets un manager, limite une période d'essai, ça va te forcer à... Tu fais un weekly à ton bot. Tu dis, ok, c'est quoi ta CSAT aujourd'hui? C'est quoi ta productivité aujourd'hui? Sur quel sujet tu as eu des difficultés, tu vois? Et ça t'oblige à créer de la data, ça t'oblige à créer une approche, une relation avec ton bot, et du coup, il sera 10 fois plus efficace. Ce qui est impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, des marques laissent des bots en front avec leurs clients, et ils trouvent ça normal. Mais en réalité, s'ils feraient la même chose avec un humain, c'est-à-dire laisser un humain parler à des clients sans formation, sans manager et sans même un onboarding sur le produit, évidemment que ça va être un massacre. Donc pourquoi pas faire la même chose avec les bots en fait? Et quand tu as cette approche-là, franchement, les bots sont de bien meilleure qualité. Ce qui marche aujourd'hui dans l'automatisation, c'est l'aspect conversationnel. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser. Un bot, ça doit être conversationnel. Un conseiller clientèle, pourquoi on aime bien parler avec un conseiller humain? C'est parce qu'on peut avoir une conversation avec lui. Si tu as affaire à un chatbot qui fait rien d'autre que du copier-coller de FAQ, qui t'écoute pas, qui te laisse pas poser des questions, évidemment ça va faire des frictions avec les clients. Donc là l'idée ça va être de se dire comment on arrive justement à créer un parcours conversationnel avec le bot comme le ferait un vrai conseiller clientèle. Pour revenir sur le taux de contact dont tu parlais tout à l'heure et pour faire le parallèle avec ça, avec les bots justement et l'automatisation, est-ce que tu as des astuces toi qui permettent au client de se sentir face à un humain en fait, plutôt que face à un robot? Parce que moi je sais qu'en tant que consommateur, des fois ça me bloque de voir, je sais pas, un robot où je me dis bon, c'est encore un bot pourri. Donc comment est-ce que tu arrives à casser ces a priori que peuvent avoir certains utilisateurs? Alors, c'est une très bonne question et ça reflète un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure où, par définition, nous, on va être sceptique par rapport à un chatbot. Déjà, la chose à ne pas faire, c'est d'essayer de faire croire que c'est un humain, justement. De l'humanisation, tu peux en avoir. De la personnalisation, tu peux en avoir via l'automatisation. Mais faire croire que c'est un humain, il n'y a rien de plus frustrant et souvent, c'est très mal fait. On a tous déjà vu les chatbots avec les avatars d'humains, avec des noms d'humains. Limite, il y en a, ils sont rigolos, ils ont la petite icône verte pour dire qu'ils sont en ligne alors qu'il est 2h du matin. Enfin, c'est tellement fake et c'est tellement cheap en fait que t'as pas envie de parler avec ce truc là, c'est une évidence. Surtout quand une fois que tu lui parles, il te fait un copier-coller de FAQ grand comme ça en quelques secondes. Moi personnellement, ce que je fais déjà, j'aime bien jouer la transparence. Je cherche jamais à montrer que c'est un humain alors que c'est une machine derrière. J'essaye au contraire de donner une âme un petit peu au bot. Si le business le permet par rapport à son image de marque, par rapport à son branding et son tone of voice, je me permets des petites touches d'humour. Ça permet une relation aussi avec le demandeur. C'est également lui apporter une personnalité en fait à ce bot. Par exemple, il y a un bot que j'avais fait qui était, il donnait des conseils pour acheter du vin par exemple. Et ce bot là, il parlait comme un caviste, il allait te poser des questions sur ce que t'aimes bien manger. Enfin, tu vois, c'était pas un bot froid comme on peut le voir. Donc c'est ça, essayer de voir comment on peut donner une personnalité à de l'automatisation sans aller jusqu'à dire que c'est un humain, tu vois. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils cherchent, c'est quoi? C'est une réponse. Et l'élément le plus important, c'est la qualité de cette réponse et le fait qu'elle soit instantanée. Parce que souvent, là, maintenant, on recherche beaucoup d'instantanéité. Donc le bot peut faire ça avec un petit peu de personnalité, avec un peu de personnalisation, avec un peu d'humanisation, sans tomber dans le bullshit de l'avatar d'humain et du nom d'humain. Et on n'a plus besoin de se cacher si on arrive à produire ça, justement, une personnalité avec l'automatisation. Donc ça, c'est ce que j'utilise souvent. Ça me donne une idée, tu vois, tu parlais de transparence. Encore une fois, je me mets à la place d'un utilisateur. Ça pourrait être cool d'être face à un bot qui se présente en tant qu'humain. Donc en disant, voilà, je suis un bot, mais j'ai été programmé par un tel, je sais pas. J'ai fait quelque chose de similaire une fois où je disais, bon voilà, mon créateur m'a appris ça. Bon, lui et moi, on n'est pas très d'accord sur certains sujets, mais je vous assure, ça m'empêche pas d'avoir une personnalité bien typique et tout. Donc, en fait, encore une fois, c'est donner un caractère à la machine entre guillemets. C'est lui donner une personnalité et dire que oui, en fait, ton créateur, c'est un peu comme ton frère. Oui, pourquoi pas? Si la marque te permet de faire ça, si le branding te permet de faire ça, oui, il faut y aller. En fait, encore une fois, l'expérience client, c'est quoi? C'est l'expérience, justement. Donc, tu as envie de voir quelque chose d'un peu atypique, tu as envie de voir quelque chose de nouveau, tu as envie de sortir un peu du copier-coller que tout le monde s'acharne à faire, malheureusement, aujourd'hui, tu vois. Il faut être un peu atypique, il faut avoir de l'audace, en fait. Alors, l'audace, parfois,
ça te met dans des situations délicates, mais encore plus d'audace, ça t'en sort. Le coup d'avoir l'audace de donner une personnalité au bot, mais carrément, oui, je suis un grand fan et il faut pas hésiter à le faire, complètement. Ok, j'ai remarqué qu'il y avait une tendance. Alors, je suis curieux d'avoir ton avis par rapport à ça. C'est que d'un côté, on a beaucoup d'utilisateurs qui cherchent beaucoup plus de rapidité dans leurs échanges avec un service client. C'est aussi pour ça, j'ai l'impression que les live chats ont connu une forte croissance ces dernières années. Et de l'autre, là, on voit cette émergence de plus de qualité, donc par exemple avec la visio, et donc des temps plus longs. L'idée ici, c'est pas d'opposer la qualité et la rapidité, mais plus de marquer une espèce de polarisation entre des temps très courts et des temps très longs d'échange. J'ai l'impression que le temps moyen se perd un peu. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est un point ultra intéressant et c'est parfaitement dans l'actualité, effectivement, notamment avec l'arrivée de la technologie visio dans le care. Il est vrai que pendant des années, on s'est battu pour réduire ce qu'on appelle la DMT, donc la durée moyenne de traitement, et c'était limite un des indicateurs les plus importants de la relation client. Il faut dire que les choses ont changé, notamment depuis la pandémie, où on a eu le retour de l'internalisation, c'est-à-dire le fait de faire revenir les agents en interne alors qu'avant on avait tendance à les outsourcer. Et pourquoi on a fait ça ? On a fait ça pour aller chercher de l'humanisation. Et l'humanisation, par définition, c'est quoi ? C'est de la conversation, c'est de l'échange, c'est de la connaissance client. Donc ça rallonge forcément les délais aussi. Donc je pense que les entreprises qui s'acharnent encore sur la durée moyenne de traitement, je suis pas sûr qu'elles aient la bonne approche aujourd'hui par rapport aux nouvelles attentes des consommateurs. Par contre, à juste titre, elles peuvent avoir le droit de dire que oui, mais comment je fais pour produire, comment j'assure ma production si je dois rallonger de 3 minutes mes conversations. Et c'est vrai que c'est un challenge d'un point de vue business. Ça coûte cher. C'est un besoin RH considérable. Donc l'idée, c'est de se dire, encore une fois, rapprochons-nous des besoins business. C'est-à-dire, si demain, le fait de rallonger ma conversation de 2 minutes, elle me permet d'augmenter mon taux de transformation sur les prospects, elle me permet d'augmenter mon cross-sell, mon upsell, allons-y, complètement. Encore une fois, il faut essayer de voir ça avec un ROI. C'est ce rallongement de communication et d'ailleurs la technologie que tu vas devoir investir également pour mettre de la visio, c'est pas gratuit. Tout ça, s'il y a un ROI derrière, évidemment, faut le prendre. Il faut pas oublier que le monde a changé. Là, depuis 2 ans, on voit le care se réinventer en permanence. Et comme tu le dis, l'humanisation et la vidéo, ça commence à faire partie des nouveaux challenges. Faut pas avoir peur justement de casser certaines normes qu'on a eu l'habitude de gérer pendant des années et se lancer dans le monde de demain, en fait. Moi, c'est ce que je propose aussi souvent en consulting, c'est de se dire, ok, on a le care aujourd'hui, mais demain, ça sera quoi ? Et qu'est-ce qu'on peut faire dès aujourd'hui pour y arriver, en fait ? Et à quoi ça ressemble le care de demain ? Et comment on fait pour y arriver en premier et être peut-être les premiers à miser sur la visio, être les premiers à miser sur l'ultra-humanisation. Donc, c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. Et ça peut impliquer casser des codes qui sont vieux comme le monde, comme la DMT, ouais, clairement. Quand tu parles d'internalisation, donc c'est vrai que on voit que beaucoup d'entreprises réinternalisent leur service client, mais il y a également une nouvelle offre qui arrive sur le marché, qui est une espèce d'externalisation 2.0, ou en tout cas améliorée. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que ça peut faire un juste milieu, en fait, entre l'ancien monde, on va dire, et le nouveau. L'ancien monde où on avait tendance à envoyer en offshore, on avait tendance à aller dans des pays un peu exotiques, surtout pour des raisons de coût et de production. Là, aujourd'hui, on voit que c'est de moins en moins compatible avec les nouvelles attentes des consommateurs. Donc, on a fait de la réinternalisation. Le problème, c'est que ça coûte très cher. Réinternaliser quand tu es au plein cœur de Paris ou de Bordeaux, c'est un coût aussi, ne serait-ce que sur les locaux. Donc c'est vrai que c'est pas facile et c'est ce que tu décris comme étant l'outsourcing 2.0 peut te permettre justement d'avoir un juste milieu, c'est-à-dire pas aller dans l'offshore, mais pas non plus aller dans ce qu'on appelle à Paris la Silicon Sentier pour mettre tes conseillers clientèle. Tu peux avoir du coup un prestataire qui va être peut-être avec des agents partout sur le territoire français et qui s'assure de faire donc la production à ta place. Donc c'est plutôt intéressant et surtout généralement le business model de ces nouveaux acteurs, c'est de facturer notamment à la conversation. Donc ça te permet aussi toi, si tu es bien rodé sur tes forecasts, ça te permet aussi de maîtriser un peu mieux tes budgets. C'est quelque chose qui, je pense, a plein d'avenir et qui vient justement répondre à ce besoin de réinternaliser. Mais au final, on réinternalisait pourquoi ? Pour avoir de l'humanisation, pour avoir de la qualité. Et si ces nouveaux prestataires 2.0 savent apporter ce genre de qualité, ils vont avoir un très bel avenir dans les années qui viennent, c'est sûr. Tu viens de dire que pour ces prestataires-là, ce qui était regardé, c'était un petit peu le nombre de conversations. Et juste avant, on disait que les managers qui se focalisaient que sur la DMT faisaient une erreur.
Donc comment est-ce qu'on peut permettre à ces prestataires qui proposent de la qualité de facturer pour vraiment un service de qualité en fait, qui apporte quelque chose également à l'entreprise? Parce que si justement le prestataire se débarrasse très rapidement de ses tickets et du coup vise à avoir une DMT très courte, il va pas forcément avoir un ROI intéressant sur ce qu'il peut apporter derrière pour construire et améliorer le produit. Alors c'est vrai. Alors j'ai envie de dire si ces prestataires-là ont trouvé un client qui ne regarde pas notamment l'évolution de la CISAT par rapport à la DMT, j'ai envie de leur dire tant mieux. Mais c'est vrai que d'un point de vue consommateur pour la marque, là c'est zéro. Donc l'idée c'est aussi et j'imagine que c'est le rôle aussi de ce prestataire-là et aussi le rôle du client qui va utiliser ce prestataire de définir des normes sur qu'est-ce qu'on attend en termes de qualité, qu'est-ce qu'on attend en termes de DMT, qu'est-ce qu'on attend, enfin quels indicateurs on va regarder. Ça permet de mettre des garde-fous en fait. Tu as donc effectivement pour le business un enjeu de faire un maximum de contacts vu que tu es facturé au contact. Alors que, effectivement, comme tu le dis, on a aujourd'hui des enjeux d'humanisation, d'ultra-personnalisation qui ne sont pas forcément compatibles avec de l'abattage de tickets. Donc, il va falloir trouver un juste milieu avec ton prestataire et toi, tes ambitions sur la qualité, quoi, c'est sûr. Donc ça, c'est une approche que doivent garder en tête ces nouveaux prestataires qui se lancent sur le marché de l'externalisation. Je pense qu'ils vont être de plus en plus challengés par des gens qui vont leur dire « Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'abattage de tickets. » Ça pouvait l'être il y a 2 ans, et ça l'a été pour beaucoup de monde, mais aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. Et je pense que donc ces prestataires, oui, leur enjeu, ça va être de montrer que eux non plus, c'est pas dans leur valeur. Et si on parle de 2.0, c'est justement parce qu'il y avait un avant et un après. Et l'après, c'est justement de... certes, il y a de la facturation au ticket, mais l'enjeu principal reste la qualité et donc d'onboarder les clients sur des enjeux stratégiques de qualité, sur comment les tickets sont audités, comment le discours est retravaillé, comment on peut travailler en collaboration justement entre la marque et le prestataire pour optimiser les discours, pour bien s'approprier le tone of voice et s'assurer qu'il n'y ait pas, et ça c'est une erreur très fréquente, s'assurer qu'il n'y ait pas une frontière entre ta marque et ton service client. Souvent c'est ce qui se passait un peu avec l'externalisation de masse, c'est qu'il y avait une rupture très brutale en termes de discours, en termes d'expérience client. Et tu pouvais acheter un produit de luxe et te retrouver dans un SAV, mais tu avais envie de casser ton écran tellement c'était lamentable. Donc là, oui, l'enjeu c'est ça, c'est de montrer que ces prestataires-là, aujourd'hui, ont les compétences internes et la stratégie pour rapprocher les deux mondes et faire en sorte que ce soit en parfaite harmonie, quoi, et qu'il n'y ait plus ces ruptures comme l'outsourcing 1.1, 1.0 pouvait le faire avant, quoi. Là, on est vraiment concentré sur ce qui se passe en France, mais toi qui as pu bosser du coup aux États-Unis, qu'est-ce que la France a à apprendre de ce qui se passe là-bas? La bonne nouvelle, c'est que la France a déjà appris beaucoup de choses sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, notamment l'internationalisation des marques. Ça a permis de démocratiser aussi des stratégies américaines. Ce qui reste différent aujourd'hui, je pense, c'est plus d'un point de vue culturel. Il y a des choses qu'on peut se permettre aux États-Unis qu'on ne peut pas se permettre en France quand on parle à un client. Je me souviens que quand je devais gérer des équipes donc américaines pour des clients américains, au début, moi-même, j'étais surpris de la façon dont on leur parlait. Tu vois, on leur parlait limite comme à des potes. Tu vois, on pouvait dire c'est awesome, c'est amazing. Tu vois, c'est des mots aujourd'hui. Ça peut surprendre un petit peu quand tu mets ça dans une relation client française. Il y a ça aussi à prendre en compte, tu vois. C'est pas qu'une question de normes qu'on doit importer de chez eux. C'est aussi une question de compatibilité avec nous, ce qu'on peut se permettre de faire dans notre marché, qui est un peu plus, tu vois, traditionnel. On a un peu plus de mal à se lancer dans certaines choses, tu vois. Mais par contre, ce qui a été intéressant ces dernières années, c'est notamment avec l'émergence des startups, c'est qu'on a réussi quand même à rendre un peu plus chaleureuse la relation client. Tu vois, aujourd'hui, on n'a plus peur de dire hello, on n'a plus peur de mettre des petits smileys, de mettre des emojis dans les réponses, alors qu'avant c'était no-go total, tu vois. Donc on a quand même réussi à décomplexer un peu tout ça, et c'est déjà une bonne chose, et les Américains avaient fait ça depuis un moment. Aujourd'hui, ce qui resterait à récupérer, je pense que c'est justement l'aspect data. Ils sont très data, en fait. T'as vraiment une culture de la performance là-bas qui t'oblige à mettre des chiffres sur tout ce que tu fais. C'est assez impressionnant. Je pense qu'en France, on est trop renfermé, on a encore des silos, en fait, des systèmes de silos dans les entreprises, et notamment dans la relation client, et les objectifs, les KPIs de la relation client sont pas toujours compatibles avec les attentes business, tu vois. Par contre, les Américains l'ont craqué depuis bien longtemps. Ils arrivent aujourd'hui à faire en sorte que leur relation client, elle doit produire ça avec tel KPIs pour aller répondre à tel enjeu business. Donc ça, c'est peut-être le petit truc qu'on doit encore améliorer chez nous, c'est le rapprochement du business et de la relation client pour aller répondre à des enjeux d'upsell, de transformation. Et je parle pas de transformer la relation client en quelque chose de commercial, mais en tout cas d'offrir une expérience qui ait un impact sur des enjeux business. Et ça, pour le faire, il faut mesurer, il faut de la data, des data qui sont autres
que ce qu'on connaît déjà avec les indicateurs performance opérationnelle. C'est des trucs un peu plus stratégiques. Là, on a quelques lacunes parfois là-dessus. Avant un petit peu de ce qui peut se passer en Asie, parce que c'est vrai qu'on compare souvent l'Europe avec l'Amérique, mais en Asie, comment ça se passe le service client? Alors, je t'avoue que je n'ai pas personnellement de clients en Asie. Par contre, j'entends parler de certaines activités, et notamment l'adoption de la vidéo là-bas s'est faite il y a déjà 2 ans, notamment sur le retail, donc tout ce qui était le marketing relationnel avec les commerçants et leurs clients. Ça s'est énormément passé par la vidéo, notamment avec la pandémie, mais en tout cas ils l'ont adopté et aujourd'hui c'est devenu un énorme business là-bas, et je pense qu'il y a des idées à prendre sur justement l'utilisation de cette technologie chez eux et comment on pourrait éventuellement imaginer des approches similaires chez nous. Encore une fois, il y a une question culturelle, hein, c'est est-ce que le public français ou européen va être aussi réactif sur la vidéo? Je sais pas, tu vois, nous on a peut-être un peu plus peur de se montrer, ça va peut-être nous paraître un peu bizarre de parler en visio avec un conseiller clientèle, alors que eux apparemment c'était quand même beaucoup plus démocratisé. Ça recrée un lien social qui est quelque chose d'assez important. C'est des vrais challenges là-bas aussi parfois. Je pense que là aussi il faut voir aussi ça d'un aspect culturel, mais j'ai vraiment été impressionné par leur adoption de la technologie sur ces sujets-là et sur l'automatisation aussi d'ailleurs. J'ai cru comprendre en parlant à certains confrères que l'automatisation là-bas était énorme, enfin très déployée et avec des fusions technologiques assez dingues, justement parce que tu es encouragé dans l'écosystème à le faire, tu es encouragé à aller encore plus loin dans ton automatisation, alors que nous, pourquoi aller investir dans encore plus de techno, dans des connecteurs, dans des machins, si la moitié des marques se disent un peu réfractaires par rapport à l'automatisation? Tu vois, ça stimule pas suffisamment le marché par rapport à ces innovations technologiques, alors que là-bas, ça a l'air d'être carrément plus rapide sur ces sujets-là. Ok, j'ai une dernière question à te poser. Si tu avais 18 ans aujourd'hui et que tu devais recommencer ta carrière dans le care, qu'est-ce que tu ferais? Oh là, plein de choses. Plein de choses. Alors, on va partir, on va dire, du monde actuel. Hein. Je vais pas on va pas partir sur la base que j'avais à l'époque parce que tout a beaucoup changé depuis. La première chose que je pourrais donner, un premier conseil à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le care, déjà, c'est innover. La grosse erreur que font énormément de responsables de relations clients, c'est qu'ils cherchent toujours à dupliquer ce qui se fait ailleurs. Notamment les grandes marques, les licornes, en se disant, lui, s'il fait ça, je dois faire ça. Si la licorne a fait ça, moi, je dois faire ça. Ouais, génial. Sauf que aujourd'hui, on voit que l'enjeu de l'expérience client est énorme sur la perception de qualité, sur la relation avec une marque. Donc, pourquoi ne pas créer quelque chose au lieu de chercher à dupliquer en permanence? Donc, le premier conseil, ça serait sortons un petit peu des sentiers battus. Encore une fois, de l'audace. Il faut avoir de l'audace. Il faut se dire, qu'est-ce que je peux créer qui soit pas vu encore et qui soit pas et qui vienne surprendre mon client. Ça, ouais, je pense que la personne qui commence une carrière avec cette vision-là, elle va faire des étincelles dans le sens où elle va venir poser sur le marché des normes qui sont pas encore là aujourd'hui peut-être. Et ça, c'est super intéressant. Et déjà pour lui, ça sera 10 fois plus stimulant aussi. Alors ça sous-entend d'avoir une excellente connaissance data pour essayer d'identifier peut-être des pistes. Mais en tout cas, voilà, arrêtons de dupliquer à tout va. Cherchons à innover en fait à la place. Et cherchons à mettre des choses que personne n'a encore osé faire. La deuxième chose, ça serait, on en parlait tout à l'heure, arrêtons de dénigrer tout simplement l'outsourcing, arrêtons de dénigrer l'automatisation. Aujourd'hui, il y a eu des extrêmes en fait post-pandémie où des gens, des marques ont vraiment tout misé sur l'internalisation, mais ils pouvaient pas le gérer en fait, ils en avaient pas les capacités. Ils se retrouvaient à avoir certes une équipe à Paris, mais pour leur parler, il fallait attendre 30 minutes. Génial. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Je préfère parler à quelqu'un qui est peut-être un peu plus loin ou pas forcément à Paris ou alors à un chatbot. Si ma réponse, elle est efficace et qu'elle est rapide, je préfère ça plutôt que d'attendre 30 minutes sur un SVI sous prétexte que je vais parler à quelqu'un à Paris, quoi. Ça n'a pas trop de sens. Donc, il faut arrêter de dénigrer ça. Il faut savoir identifier les lacunes qu'on peut avoir et accepter qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui peuvent y répondre ou des prestataires qui peuvent y répondre. Donc, n'ayons pas peur au moins d'échanger avec eux pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça. Un autre point aussi qui me paraît très important, c'est vraiment de piloter sa relation client comme si on pilotait un business. Parce qu'aujourd'hui, la relation client, elle a vraiment des enjeux stratégiques. Donc, ça demande des investissements en logiciel, ça demande des investissements en technologie. On parlait de chatbot, on parlait de vidéo, on parlait d'humanisation. Tout ça, ça a des coûts qui sont considérables. Pour que ça soit efficace et viable sur le long terme, il faut vraiment gérer ça comme un business. Donc, on va calculer un ROI, on va faire des atterrissages budgétaires. Et ça, c'est des choses que je faisais dans des grands groupes, justement pour voir si nos investissements n'allaient pas nous mettre en danger sur le reste de l'année fiscale. C'était aussi de se dire comment on peut créer une roadmap, en fait. Et c'est peut-être par là qu'il faut commencer. C'est de se dire,
Ma relation client aujourd'hui, c'est ça. Où est-ce que je veux la transporter demain? Quelle est la vision que je souhaite, la raison d'être en fait de cette relation client de demain? Donc on va essayer de la définir et peut-être partir d'itérations. Donc pour arriver à cette raison d'être, qu'est-ce que je dois changer aujourd'hui, puis qu'est-ce que je dois changer après-demain, et qu'est-ce que je dois changer dans un mois. Et donc ça te permet d'avancer sereinement. Et si tu rajoutes à cette approche une notion business, donc sur le retour sur investissement, sur les atterrissages budgétaires, ça te permettra d'éviter des incidents comme on a pu le voir dernièrement dans l'écosystème, avec des gens qui ont ultra investi dans leur relation client et qui aujourd'hui sont malheureusement en train de tout déboulonner parce que c'est pas rentable. Donc pour éviter d'avoir ce problème-là qui frustre tout le monde, déjà ça va frustrer les clients qui vont voir leur niveau de service donc être dégradé, ça va embêter les conseillers clientèle et tous les acteurs que tu avais dans ton entreprise qui bossaient là-dessus parce que tu fais un step back. Donc pour éviter les step back et pour éviter cette frustration client, le mieux c'est vraiment de gérer ça comme un business et de se dire ok, c'est quoi mon ROI? Est-ce que je peux le traquer au quotidien? Est-ce que je m'assure que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je m'assure que ce que je suis en train de faire est scalable? Comme une startup en fait. Et en tant que par exemple un head-off qui doit gérer des managers en relation client, quand il va leur donner une mission limite de micro-piloter une startup, la startup care de la boîte, je trouve que c'est passionnant parce que ça va ouvrir la créativité bien plus qu'un management traditionnel, c'est du vrai leadership quoi. Je pense que c'est ça, l'autre conseil, ça serait d'avoir une approche business sur la relation client pour la scaler sainement, hein, tout simplement.